venez de regarder le film Ghostland, film du festival Millennium, qui était un film de Simon Stadler et Katharina Lermer. On se retrouve ici maintenant pour une discussion au sein du plateau du festival Millennium. Nous avons deux invités pour parler de problématiques liées au film. Olivier de Scuter, j'espère que je l'ai bien dit, professeur à l'UCL et expert aux Nations Unies, et monsieur Pierre-Joseph Laurent, anthropologue à l'Université catholique de Louvain. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, j'ai eu un sentiment un peu ambivalent au départ. Et en fait, au fur et à mesure que le film avançait, je le trouvais de plus en plus, je dirais, génial. C'est un film intéressant, c'est un film finalement très fin, qui nous interroge, surtout nous, occidentaux, finalement. On est confrontés à ce regard, en fait, de ces groupes qui étaient des chasseurs-cueilleurs, finalement, et on se retrouve mal face à leur regard. Et ça interroge, sur le fond, notre propre manière de voir les autres. On est interrogé face à notre rapport à l'altérité, notre rapport aux autres. C'est ça que je retiens dans ce film, qui est un film qui, je crois, a plus d'ambition qu'on ne l'imagine au départ. C'est un film beaucoup plus subtil, qui amène aussi à réfléchir sur le changement social, sur le déracinement. Ce peuple était un peuple qui vivait de la chasse et qui se retrouve à devoir vivre finalement ici d'une mise en scène de leur propre société qui n'est plus, et d'accepter de vivre de ça. Et donc tout ça est, je trouve, fantastique. Voilà. Monsieur Scudder. Oui, je rejoins évidemment l'appréciation de Pierre-Jo Laurent sur la qualité cinématographique du film. Je crois que cela met en cause, au fond, une certaine représentation du progrès, qu'on se représente toujours sous la forme d'une flèche du temps qui est monodirectionnelle. Et d'où découle d'ailleurs une hiérarchisation des cultures plus ou moins avancées. Et c'est sur cette idée-là que les civilisations occidentales ont toujours considéré qu'elles étaient supérieures. Et ce film nous conduit à nous poser la question de savoir si ce sont bien nos civilisations dites modernes, industrielles, qui détiennent les bonnes réponses ou posent les bonnes questions. Il y a une obligation que ce film nous fait de regarder en nous-mêmes et savoir si la représentation que nous faisons du bonheur, de la vie sociale, de la direction du progrès sont bien universellement valides et sont bien les seuls qui méritent d'être explorés. Et donc c'est un film, comme le dit Pierre-Jo Laurent, qui en apprend autant sur nous-mêmes que sur ces peuplades dont la présence des touristes et de la caméra d'ailleurs biaise un petit peu la présentation qu'elles font d'elles-mêmes. Oui. De toute façon, c'est toujours le propre du documentaire d'avoir la caméra qui peut toujours un peu altérer la vision du réel et le montage et compagnie. Mais nous reviendrons un petit peu sur les problématiques dont vous avez parlé dans d'autres parties. Pour aller plus loin avec ce documentaire, nous avons une interview du réalisateur donc Simon Stadler qui a été réalisée ici même. Well, this is an amazing opportunity to show how the youth Wansi look at us. So I don't want to have the youth Wansi in the focus. It's more about us. It's like a mirror for us through the eyes of the youth Wansis. After a week when we were staying there, they accept us more or less that we are staying there because we live beside of the huts of them. We doesn't went back to a hotel. We stayed in the Kalahari with them. And after a week, they were really fascinated. Oh, look, white man, and they're staying with us. They eat the same things like us. In the moment, our relationship, I know normally the documentarists have to be in distance to his object, but it was really difficult for us. So they are still friends. And we were last year there to make a project about the water supply in their village because they have really big problems with water. So they are still friends, and it's not only about the documentary, it's because they are so beautiful people. They share everything. What is there in the village, they share everything. There's no boss who said, you have to do it like this. Or when they make a discussion, everybody have to be okay with the decision. And then there's a decision. When somebody said, oh, I don't like the decision, there's no decision. It's sometimes difficult for them because like this, it's difficult to protect their ideas and to protect their society against other societies from outside. But it makes the society so beautiful and so warm, and so emotional. Not only like a filmmaker, also like an anthropologist. It was really
the most beautiful experience I got in this documentary project. De retour sur le plateau, le film commence sur une réalité qui est l'interdiction de la chasse pour cette peuplade de chasseurs-cueilleurs. Donc du coup, leur mode de vie se retrouve complètement transfiguré. Alors on n'explique pas dans le film pourquoi on interdit la chasse. On imagine que c'est probablement une question de protection de la faune, puisque certains animaux, notamment les girafes dont on parle dans le film, sont peut-être en voie d'extinction dans cette zone-là. Mais c'est vrai que c'est une question à laquelle on ne répond pas. Mais était-ce quelque chose d'obligatoire d'interdire cette chasse-là, ou est-ce qu'il fallait protéger plutôt les traditions de cette peuplade? C'est un problème qui se pose dans beaucoup de régions du monde aujourd'hui, où la préservation des espaces naturels, à la fois à des fins touristiques, mais aussi parce qu'il y a une tentation d'utiliser les ressources naturelles pour faire tourner l'économie, pour exploiter ces territoires, fait que ces populations qui ont besoin de très larges territoires pour pratiquer la chasse, la cueillette ou la pêche, sont finalement confinés dans des zones de plus en plus exiguës et finalement se voient interdire de pratiquer leur mode de vie traditionnel. On voit par exemple la même chose sur l'île de Bornéo, où je me suis rendu plusieurs fois, qui est donc partagée entre la Malaisie et l'Indonésie, et où on a là des populations autochtones qui sont payées pour ne pas chasser, pour ne plus vivre de ce dont elles vivaient traditionnellement, qui était effectivement la chasse sur de très grands territoires, dans des grandes forêts qui sont aujourd'hui détruites pour des grandes monocultures de palmiers à huile. Et donc, c'est un phénomène universel qui s'accentue avec l'accaparement des ressources aujourd'hui et la nécessité d'éviter les conflits entre cette civilisation qui progresse, qui a besoin d'espace pour progresser, et ces populations qui sont du coup totalement marginalisées. Alors, est-ce que c'est un phénomène inéluctable? Mais je ne le pense pas. Et puis, pour revenir en partie sur la question, c'est vraiment une erreur de s'imaginer qu'on protège en fait l'environnement en empêchant en fait ces populations, surtout chasseurs-cueilleurs ou autres en fait, qui vivaient avec les animaux et qui vivaient, par exemple, dans un environnement où il y avait moyen de chasser, de s'imaginer qu'ils ne vivaient pas de manière harmonieuse. En fait, ces gens chassaient ce qu'ils avaient besoin. Et donc, ils n'en chassaient pas plus. Et donc, c'était les meilleures personnes pour entretenir le gibier. Et donc, on constate aujourd'hui, en fait, que si on veut empêcher le braconnage, si on veut empêcher, en fait, une chasse abusive, il faut maintenir ces populations sur place. Et donc, c'est une erreur. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de comprendre qu'il vaut mieux, en fait, laisser ces populations qui vivaient depuis la nuit des temps, en fait, en symbiose avec ces animaux. Donc, en aucun cas, pour maintenir les girafes en place, c'est pas parce qu'ils en embêtaient une tous les X années que ça avait un quelconque rapport avec le cheptel. Parce que ces gens connaissent par cœur, en fait, aussi bien les jeunes, le mâle, les femelles, etc. Donc non, je pense que c'est vraiment une erreur. Donc sans doute, ça a été de nouveau pour pouvoir protéger un espace, de se dire, ils ne peuvent plus y aller. C'est arrivé maintes fois, en fait, dans l'histoire. Il y a par exemple la société IC, qui a été liquidée d'un espace en Tanzanie, qui eux étaient exactement les mêmes, mais qui ont été liquidés au niveau de leur mode de vie et qui eux ont terminé misérables, quasiment en se laissant mourir sur place en fait, parce qu'ils n'avaient pas possibilité de faire autrement, ils savaient pas. Ici, on se retrouve un peu plus, quelques années après, et ils peuvent vivre du tourisme. À l'époque, les Hicks ont disparu. C'est dans une histoire terrible qui a été racontée par un ethnologue. Histoire dramatique, il va lui-même ne pas s'en remettre. Comme quoi le métier est à risque d'ethnologie. Et ce que décrit Pierre-Jo Laurent est aussi important du point de vue du rapport que ces différentes populations entretiennent à la nature, aux écosystèmes. Nous, occidentaux, depuis Francis Bacon et René Descartes, nous avons un rapport instrumental où la nature est une ressource à utiliser pour satisfaire nos besoins. Alors que dans d'autres cultures, la nature est quelque chose dont nous sommes interdépendants et de même que nous dépendons d'elle, elle dépend de nous et on reconnaît cette dette que l'on a envers son écosystème. C'est très bien décrit d'ailleurs par le successeur
de fait spirituel de Claude Lévi-Strauss, Philippe Descola, dans Par-delà nature et culture, qui est un livre magnifique sur, au fond, le provincialisme de notre manière de concevoir notre rapport à la nature comme une ressource à exploiter. Et donc, ce que dit Pierre Jon-Laurent est important, parce que ça attire notre attention sur le fait qu'il y a d'autres manières de se rapporter à la nature que la nôtre, ni contemplative, ni d'exploitation, mais de symbiose. C'est d'ailleurs assez paradoxal, à un moment donné dans le film, on voit un de ces bushmen qui est donc du coup ici en Europe et qui explique qu'on aime la viande ici aussi, sauf que nous on n'arrive pas à l'imaginer comme étant un animal. On l'aime, mais quand elle est cachée dans un petit cellophane, et en même temps on voit ces touristes qui vont voir ces peuplades prêtes à tuer des animaux pour se nourrir. Et c'est vrai qu'on a comme ça cette confrontation entre les deux, où on les sent beaucoup plus proches de leur état naturel. Par contre, vous disiez donc peut-être qu'il faudrait rétablir leur droit à la chasse pour pouvoir réglementer tout ça. Mais est-ce que c'est possible, maintenant que leur société a évolué, de retourner à la chasse? Vous parliez, je ne sais pas, alors, je sais plus qui parlait d'une société en Afrique du Sud qui avait essayé de retourner sur ces terres après avoir été chassée de ces terres longtemps, et c'était quasiment impossible. Est-ce que l'évolution de cette société traditionnelle rend le retour aux sources quasi impossible aujourd'hui? Ça peut aller très vite, hein. Je pense qu'il ne faut pas obliger, en fait, des groupes. Il y a un désir de modernité, un désir de changement. Ces gens, on le voit très bien dans le film, hein, ne sont pas à 100%, je dirais, contre une forme de consommation. Il y a un désir de voir, il y a un désir de connaître le grand monde. On les voit, hein, qui sont en train de s'extasier devant certaines formes de consommation. Mais ce n'est pas pour ça qu'à des moments donnés, ils ne sont pas capables de se poser des questions de fond. Est-ce qu'on veut? Est-ce que ça ne fait pas trop de bruit? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'objets autour de nous, comme ils disent à un moment donné? Est-ce qu'on n'a pas besoin, pour vivre de quelque part, un retrait, en fait, à un moment donné? Et ils peuvent, par moment donné, choisir un retrait, retourner. J'ai été plusieurs fois témoin, en fait, de ces dilemmes, ayant vécu des longs terrains ethnographiques en Afrique, j'ai plusieurs fois assisté à ces débats entre eux, à ces choix complexes, et certains choisissant, en fait, un retour modeste, raisonné, mais une vie simple, plus simple, chez eux dans leur village, avec des choix, hein, donc de manière choix. Mais évidemment, on peut plus s'imaginer qu'un mode de vie comme les Bushmen avaient, coutumier, 100% traditionnel, puisse encore vraiment se reconstruire. Ça n'a pas de sens. Une fois qu'on a vu autre chose, ça devient un peu hybride. Et il faut accepter, il faut vivre avec cette hybridité qui est saine. Nous aussi, ont le droit d'accéder, regardez cette femme qui fait une échographie et donc à des soins modernes auxquels on a droit, tout en acceptant des modes de vie différents de nous. Je crois que c'est ça qu'il faut penser. Donc, je crois que pendant très longtemps, on n'a pas pensé qu'il y avait là une richesse à préserver, à entretenir. La montée en puissance, par exemple, du droit des peuples autochtones en droit international s'est faite tard, dans les années 80, en fait, avec une déclaration importante qui a été adoptée en 1997 aux Nations Unies. Et donc, il a fallu de nombreuses années pour qu'on se rende compte qu'il y avait là des civilisations qui étaient en train de mourir, d'être étouffées. Et reconnaissons qu'une fois que ces savoirs traditionnels sont perdus, ils sont très difficiles à reconstituer, qu'ils concernent la chasse ou l'agriculture, ou même la manière d'entretenir la vie communautaire. Une fois que ceci est dissous, ça ne peut pas, de manière artificielle, pourrait-on dire, être reconstitué. Ce serait illusoire que de prétendre vouloir le faire. Et là où cela a été tenté, ça a été un échec, parce que ces savoirs avaient été perdus. Donc, personnellement, je pense qu'ouvrir les possibles pour ces communautés, tout en leur laissant un choix véritable de pouvoir poursuivre un mode de vie simple et conforme à leur tradition ancestrale dont elles ont hérité, c'est ça qui est essentiel. Mais l'idée qu'il faudrait encourager un retour à un passé enfui à jamais me paraît effectivement périlleuse. Oui, donc les sociétés, même les sociétés traditionnelles, doivent évoluer aussi à un moment donné pour suivre l'évolution des gens. Et l'échographie, c'est un bon exemple, mais l'accès aux soins, on le voit même, ils sont tentés par certaines choses comme la télévision, comme les lits, comme tout ça. C'est difficile de dire, pour préserver vos traditions, on vous refuse l'accès
à ceci parce qu'on a besoin que vous restiez traditionnels. C'est vrai qu'il faut savoir aussi leur donner un libre arbitre. Mais c'est les mots qu'il faut faire attention. Elles ne doivent pas et on ne doit rien leur donner. Mhm. En fait, c'est eux-mêmes qui sentent et qui ressentent, en fait, en voyageant, en rencontrant des gens, des envies, en fait, je dirais, de changement, de transformation. Le changement vient d'influences extérieures et de volonté intérieure. Et je pense que c'est là-dedans qu'ils se situent. Ce qu'il faut, c'est être attentif à pouvoir accompagner leurs désirs, je crois. C'est comme ça que je le sentirais au mieux. Mais toutes ces sociétés se sont toujours transformées. Même une société coutumière, traditionnelle, est une société en transformation. Il ne faut pas s'imaginer qu'elles étaient figées. Et donc ici, il faut se laisser aller, il faut les laisser évoluer, en fait. Évidemment, les protéger, peut-être que nous, avec l'histoire que nous avons, on a peut-être, comment on appelle cela, on se sent parfois un peu malheureux à leur place en leur disant qu'est-ce qu'ils risquent de perdre, qu'est-ce qu'ils vont gagner. Est-ce qu'ils ne vont pas terminer dans des bidonvilles, les grandes villes du monde, et devenir des errants en ayant perdu des modes de vie complexes? Nous, on le sait que ça peut arriver, mais que faire, en fait? C'est ça la question. Oui, puisque nous-mêmes, nous y sommes passés. Puisque notre société s'est construite à partir de plein de sociétés traditionnelles qui ont fini par évoluer et perdre des savoir-faire. Tout à fait. Et on ne peut pas forcément leur vouloir quelque chose que nous avons vécu différemment. C'est compliqué. Merci beaucoup. Nous reviendrons dans la troisième partie sur les échanges culturels justement entre les Bushmen et les touristes qu'on a pu voir. En attendant, nous allons voir un petit reportage sur des séjours de rupture pour des jeunes en difficulté par la SBL Pommerais. C'est un projet qui propose à des jeunes qui ont des échecs répétés dans différents types de prise en charge, dans différents types de projets de remise en route, d'aborder les choses de manière complètement différente. C'est-à-dire partir pour une période de 3 mois, seul, dans un environnement totalement méconnu, un environnement dont ils ne maîtrisent plus du tout les codes. D'ailleurs, le sous-titre du projet, ça s'appelle « Comment se perdre pour mieux se retrouver ». Donc le jeune débarque seul. Pendant 3 semaines, il va faire de l'immersion totale dans la famille, dépouillé de tout ce qui fait qu'il puisse comprendre le monde qui l'environne. Donc, il y a tout un travail évidemment d'accompagnement avant le départ, pendant le séjour et au retour. Quand je suis arrivé là-bas, l'éducateur m'a fait une petite liste pour me, entre guillemets, hein, c'est pas que je devais suivre tout à la lettre, mais genre je vais me lever vers 7-8 heures, puis ensuite je vais manger, puis ensuite je voyais avec la famille ce qu'on allait faire jusqu'à midi. Donc on allait travailler un peu dans les champs, on allait visiter les villages à côté, voir les amis de la famille et tout ça. Ensuite on revenait pour manger ou on mangeait là-bas. Et l'après-midi c'était genre 2 heures de repos et puis après on repartait travailler. Mais c'était pas du travail forcé, c'était plus du travail de loisir. Donc vraiment partager, parler, travailler un peu, faire des pauses, fumer une petite cigarette et voilà, quoi. Ensuite ici là c'est mes premiers travaux dans la famille. Donc là je porte le seau d'eau que j'étais puisé au puits pour aller me laver. Donc là, je puise. Ici, j'avais négocié avec le père de famille pour avoir des poules, pour moi, en fait, pour avoir des œufs et tout ça. Et je m'étais dit que j'allais construire un petit poulailler, en fait. Ici, c'est la construction d'un grenier, donc ils font ça à la main avec les objets et tout ça qui est un peu partout. Et c'est pour mettre tout le maïs récolté. Et là, j'étais en train de retirer des mauvaises herbes avec une machette. Ce sont des jeunes qui, à raison évidemment, avec leur trajectoire extrêmement difficile, sont très très centrés sur leurs propres difficultés. Tous les codes changent, donc tous les positionnements changent. Il va pouvoir s'intéresser aussi à l'autre. Et donc aller comprendre comment l'autre fonctionne. Alors l'autre individu, l'autre petite communauté, l'autre pays. Créer du lien, vraiment du lien différent avec des gens, hein, n'être pas dans des rapports... essayer de retrouver un peu des vraies valeurs qu'on a peut-être moins, nous, ici en Europe. Et être confronté aussi à la réalité d'autres personnes. Vraiment, d'aller en Afrique, c'est vraiment tout qui change. Et là, on n'a pas cette petite envie d'aller vers un téléphone. Enfin, on a plus envie de découvrir, parce que j'étais vraiment là-bas pour essayer de me motiver à faire quelque chose, à bouger, parce que je faisais un peu rien. Et vraiment, ils m'ont dit, si tu veux rien faire, il faut d'abord travailler. Je dirais que c'est vraiment la possibilité de couper un cercle vicieux pour tenter de le rendre vertueux et permettre à un jeune d'enfin réaliser quelque chose de positif jusqu'à la fin.
La plupart des adolescents n'ont pas du tout confiance en eux, ou très très peu, ou ils ont une estime d'eux qui n'est pas toujours une bonne estime, ou qui ne correspond pas à celle qu'ils ont vraiment. Et le fait de partir 3 mois là-bas, le fait de se retrouver face à des difficultés, qui sont obligés de trouver des ressources personnelles pour y arriver, ben c'est le premier truc qu'on peut remarquer. Ils ont souvent une meilleure estime d'eux, mais de façon vraiment positive. Et ils ont plus confiance en eux quand ils viennent, parce qu'ils se rendent compte en fait, de ce qu'ils ont pu faire et d'avoir mis en place pour pouvoir tenir le coup pendant 3 mois, quoi. On vient de le voir, des jeunes en difficulté qui vont en Afrique pour se retrouver, c'est quelque chose qui ne nous choque pas ici. Et dans le documentaire, on voit l'inverse, on voit des gens d'Afrique, des bushmen, qui viennent ici pour essayer de comprendre un petit peu notre mode de vie. Et c'est vrai que ce tourisme inversé, on n'en a pas l'habitude. Et d'ailleurs, le tourisme inversé, c'est un petit peu toute l'essence du film. Parce que on les voit à un moment donné faire les touristes dans leur propre pays, aller voir d'autres civilisations, d'autres bushmen en tant que touristes pour une fois, et on les voit à la fin accepter les touristes blancs au vu de tout ce qu'ils ont vu dans notre pays, sans pour autant renier leur volonté de rester en tribu. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de courant de voir des bushmen qui viennent ici en Europe pour découvrir le monde, ou ailleurs dans le monde d'ailleurs? Bon, les bushmen, ça, je n'en sais rien et je ne crois pas parce que d'abord ils ne sont pas très nombreux et donc ça m'étonnerait qu'il y en ait eu beaucoup qui ont eu l'occasion de voyager comme ça. Donc pour ça le film est vraiment intéressant et l'initiative est intéressante, je trouve. Mais que globalement cette expérience ait déjà été construite à plusieurs reprises, oui, il y a des collègues ethnologues qui ont inventé l'anthropologie réciproque en amenant en fait des collègues et ou des personnes venant d'Afrique et d'ailleurs interroger et travailler comme nous l'avons fait en Afrique, ici en Occident. Et ça a donné des choses, par exemple sur le rapport à l'hôpital, à la maladie, etc., absolument fabuleux. Et le film est, je trouve pour ça extrêmement bon et fin, en fait, parce que quand on l'écoute en détail, on rentre dans les catégories de pensée, ce qui est rare, en fait, je crois, de ces personnes, de ces bushmen. La manière dont ils pensent et ils voient le monde. Regardez quand ils étaient assis, ou cette femme était assise sur la tour, par exemple. Elle ne se met pas debout au bord, elle s'assied, elle regarde, etc. Et tout ce rapport à l'espace, au monde, à la manière de signifier les choses sont fantastiques, donnent à penser les catégories, en fait. Et là, je pense que le film est quelque chose de très bien. Et nous interroge, bien entendu, en retour, en fait, sur qui nous sommes, comment on voit, on sent, etc. Et vous voulez réagir? Oui, on se demande d'ailleurs qui est au fond mis en scène quand des touristes des États-Unis ou d'Allemagne viennent photographier ces peuplades dans l'environnement où elles font du feu et exhibent leur mode de vie. Au fond, le vrai spectacle, c'est celui de ces touristes qui sont tournés un petit peu en ridicule hein, dans la caricature du monde occidental que ce tourisme permet de mettre en scène. Donc, je trouve que c'est une manière de nous obliger aussi à réfléchir sur nos propres valeurs, notre propre cheminement, notre hiérarchie des priorités. Et toutes les civilisations ont besoin de cela, de cette réflexivité que le contact avec l'extérieur permet. Dans un livre absolument magnifique qu'il a écrit à la demande de l'UNESCO en 1952, Claude Lévi-Strauss, qui publiait Race et Histoire, cette étude, il montre que le progrès humain dépend d'un bon équilibre entre, je dirais, la possibilité pour une société de s'auto-organiser, de poursuivre sa trajectoire de manière relativement stable et non perturbée, et l'ouverture qui est source de progrès. Sans cette ouverture, sans cette mise en cause à travers l'échange, une société, au fond, meurt et finit par tourner sur elle-même. Et je crois que c'est vrai de toutes les sociétés, qu'elles soient traditionnelles ou qu'elles soient plus avancées, nous avons besoin de cette diversité pour progresser. Aujourd'hui, ce qui menace, ce n'est pas l'hétérogénéité, les conflits de culture, c'est au contraire l'homogénéisation que la mondialisation amène avec elle, l'imposition de certaines normes associées à la civilisation occidentale à toutes les cultures, et c'est cela qui est le véritable danger aujourd'hui. Pour moi, et je dialogue avec Olivier, et pour moi, ce qui me semble passionnant aussi, c'est finalement, alors qu'on ne s'y attend pas, on pourrait dire la puissance en fait d'analyse de ces groupes en fait de ces chasseurs-cueilleurs. Finalement, c'est eux qui ont le dessus parce qu'ils sont réflexifs, ils savent en fait qu'ils doivent jouer un rôle en fait, c'est-à-dire jouer un rôle d'eux-mêmes face aux touristes, ce que les touristes ne pigent pas.
d'office et d'emblée, ou peut-être pas d'emblée. Et donc, ce qui rend leur supériorité, c'est d'avoir conscience de cela. Et donc d'avoir conscience de cette distance, ce que les touristes n'ont pas forcément. Et donc je pense qu'ils ont le dessus, et que c'est eux qui quelque part, dominent ou gèrent la relation, en fait. Et pas l'Occident ici. Et ça, je trouve ça fantastique de l'avoir montré, en fait, dans ce film. Et ils dominent deux fois, non seulement pour les raisons que Pierre Jo-Laurent explicite, c'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'il s'agit là d'un jeu de mise en scène réciproque, ce que les touristes n'ont pas. Ils n'ont pas cette conscience de la position qu'ils occupent. Mais en outre, ils réfléchissent, les Bushmen, sur l'intérêt que présente leur mode de vie. Ils ont leurs hésitations, ils sont contents à un moment donné, c'est ce qu'on entend dans le film, de revenir chez eux et de retrouver la tranquillité, la paix, etc. Alors que ce sont des questions que nous ne nous posons jamais. Nos sociétés occidentales sont en pilotage automatique vers le toujours plus, vers la croissance infinie, vers l'accumulation de possibilités de consommation matérielle, sans que ces questions fondamentales sur qu'est-ce que nous voulons en fait soient véritablement posées. La croissance étant devenue une sorte de réponse, de substitution à des questions que nous n'osons pas nous poser. Et de ce point de vue-là aussi, il gagne au fond deux fois. Ben oui, la démonstration, c'est cette dame, j'ai oublié son nom, qui finalement, après avoir désiré un double lit, si j'ai bonne mémoire, finalement l'essaye, elle ne se trouve pas bien et retrouve sa couche, prend trop de place, etc. C'est bon, je trouve, comme réflexion, parce qu'il faut en plus être capable de le sentir et de le monter dans le film. Et je trouve que c'est vraiment bien. Les mots ont une très grande importance. On voit souvent les touristes qui vont en Afrique se ressourcer, retrouver leurs racines, s'inspirer. Et à l'inverse, on parle souvent de notre culture qui contamine la culture traditionnelle. Et donc, du coup, quand ils viennent nous voir, eux, de leur côté, ils se contaminent. Est-ce que c'est pas un abus de langage? Est-ce que finalement, ce n'est pas de la contamination, mais de la simple évolution? Je pense que les contacts entre cultures amènent chacun à faire des comparaisons. Et ces comparaisons peuvent être extrêmement biaisées si l'on ne reçoit de l'autre culture, au fond, que des spots publicitaires. Par exemple, on peut évoquer l'introduction de la télévision dans ce village marocain que Jérôme Lemaire a filmé dans Le thé ou l'électricité. Les gens dans l'Atlas marocain, ce village qui était isolé et qui reçoit l'électricité, tout d'un coup ont un miroir de la société marocaine moderne, celle de Marrakech ou de Rabat. Et c'est en fait un miroir très déformant parce qu'il ne voit pas toute la pénibilité du travail quotidien, il ne voit pas effectivement les conditions terribles dans lesquelles les plus pauvres vivent à la lisière des grandes villes, il ne voit pas tout le stress qu'amène la vie moderne et l'exigence de compétitivité qui va avec elle. Mais il compare leur situation à celle qu'on leur fait miroiter sur les plateaux de télévision qui sont mis en scène sur leur écran. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à réussir, cette comparaison, tant chacun a tendance à idéaliser la culture de l'autre, exactement comme nous sanctifions à tort l'harmonie qui serait naturelle à ces sociétés traditionnelles. Eux pourraient idéaliser notre mode de vie fait de vitesse, fait de concurrence, fait de performances toujours plus éblouissantes les unes que les autres, alors que nous savons bien toute la difficulté et de vivre dans une société traditionnelle, hiérarchisée, relativement statique et où les possibilités de sortir de son cercle sont limitées. Et nous savons aussi les difficultés de sortir de, je dirais, des contraintes que notre civilisation matérialiste nous impose. Pour ma part, ce qui me semble important, c'est que les rencontres sont absolument essentielles. Et aujourd'hui, avec l'ouverture partielle, pour certains du moins, des frontières, les voyages sont de plus en plus plausibles. Mais il y a voyager et voyager. Et ce n'est pas si simple que ça, la rencontre. La rencontre est complexe. Pour pouvoir, je dirais, ouvrir une rencontre, il faut arrêter de fabuler un manque pour autrui, ou un projet pour autrui. C'est aller voir l'autre sans rien d'autre que d'aller à la rencontre de l'autre. C'est-à-dire y aller les mains vides, en fait. Y aller avec le plaisir de se dire « j'ai envie de comprendre, ils sont gros d'un sens, peut-être qu'ils me manquent, je dois compléter, je dois interroger ». Et donc c'est y aller avec une disponibilité à la rencontre. Et ça, c'est, je dirais, quelque chose de simple, c'est quelque chose qui repose sur un état d'esprit. Mais en même temps, c'est immensément complexe. D'oser se dire qu'ils sont peut-être riches de choses que nous n'avons pas, en fait. Et donc ça me semble, je crois, essentiel, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, d'un côté comme de l'autre.
C'est pour moi la base. Et donc aujourd'hui, s'imaginer qu'on ne peut pas, en raison de contamination mutuelle, est un leurre. Aujourd'hui, le monde est ouvert, et tant mieux qu'il se soit ouvert finalement. Pourquoi pas? On s'enrichit mutuellement, mais il faut accepter en fait cette immense, je dirais, complexité qu'implique la rencontre. La rencontre ne peut pas être inégale. Elle doit reposer sur des humains qui dialoguent entre eux à égal. En fait, toute société se vaut. Toute organisation sociale doit être mise sur un pied d'égalité. Alors justement, est-ce qu'on ne fait pas preuve d'un excès de précaution quand on a des projets de développement pour les aider à s'intégrer, pour les aider à se développer, ce qui est déjà un terme difficile, puisque l'inverse n'est pas vrai. Il n'y a pas de Bushmen qui viennent ici nous aider à nous intégrer dans le monde de Bushmen. Donc est-ce que finalement on ne perturbe pas, par excès de bienveillance, l'évolution naturelle de ces sociétés traditionnelles? Oui, mais en même temps, une certaine sagesse qu'on appelle parfois commodément orientale, hein, mais une sagesse qui vient d'un monde différent de celui de notre civilisation matérialiste, est quelque chose à la recherche de quoi beaucoup de gens sont en train de se mettre aujourd'hui. Je veux dire par là que l'idée qu'on peut apprendre de ces sociétés pour devenir plus lucide quant à nous-mêmes est une idée qui a quand même énormément progressé depuis pas mal d'années. Depuis, je dirais, la mise en cause de la société de consommation à la fin des années 60, c'est de là que je daterais cet intérêt. Et donc, il ne me paraît plus vrai de dire aujourd'hui que l'échange est à un seul sens, ou plutôt que la source d'inspiration est nécessairement des sociétés dites avancées, occidentales, qui imposent leur vision du progrès à d'autres. Historiquement, c'est cela à quoi on a assisté, c'est vrai, mais je pense qu'on est aujourd'hui conscient de l'erreur qui a été commise à cet égard. Pour moi, la coopération est quelque chose qui doit être remis dans une histoire déjà ancienne. Elle remonte aussi dans les années 60. C'est quelque chose qui a émergé après la période coloniale. Et au départ, il faut la mettre dans le sillage, en fait, de ce que fut cette période. Donc les formes de coopération ne peuvent pas être autre chose, on pourrait dire, que le fruit de ce rapport inégal. Et bien entendu, il y a de multiples formes de coopération. On ne peut pas mettre tout dans le même pied, mais il faut rester extrêmement vigilant de ne pas toujours être dans ce mode de pensée. Il leur manque quelque chose, ils sont en retard de quelque chose, et nous sommes là pour leur faire rattraper ce retard, étant entendu que la norme, c'est nous. Et c'est ça qu'il faut complexifier, mais ce n'est pas du tout le fait de coopérer et pourquoi pas d'aider. Il y a des demandes, il y a des manques, il y a des organisations qui sont là en attente en fait, d'un appui financier ou autre pour pouvoir se développer. Mais il faut le faire avec énormément de disponibilité à comprendre et à se mettre derrière eux et pas devant. C'est une position complexe à adopter, mais je pense qu'elle est nécessaire. Et le film le montre, je crois, très bien. Le film le montre très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous de l'avoir suivi. Et on se retrouve très prochainement à la suite d'un autre film de la collection Millennium pour d'autres débats du Festival Millennium. Merci à vous.